ce chapitre 1027, c'est ce que j'appelle vraiment un chapitre de transition. Ce chapitre était bien, mais surtout, son rôle, c'est de nous annoncer que la fin de Wano Kuni qui arrive, vous n'êtes pas prêts. Enfin, vous n'êtes pas prêts. Je ne suis pas prêt non plus, hein. C'est sûr et certain. Hein. C'est-à-dire qu'on a un truc qui nous arrive en pleine tête. Et franchement, je pense que cette fin d'arc Wano Kuni va être la meilleure fin qu'on ait eue pour l'instant. Il remplit parfaitement son rôle. Il y a deux éléments à l'intérieur qui sont absolument dingues. Premièrement, le sourire de Luffy, qui est pour moi le même sourire qu'à Roger. C'est-à-dire un sourire où tu as la sérénité et la certitude qui ont fusionné. Et la deuxième chose qui annonce une fin d'arc absolument dantesque, c'est tout simplement Zoro. Vous êtes tous fans de Zoro. Là, ce qui arrive, ça va être fou. Parce que je ne sais pas vous, mais moi là, je sais qu'il va battre King. Mais je ne sais pas comment. Parce que la puissance de King qui nous a été teasée dans ce chapitre, franchement, ça fait peur. Bref, on va parler de tout ça dans la critique analyse du chapitre de la semaine, le chapitre 1027. Petite annonce avant de commencer cette critique analyse, je serai le 8, 9 et 10 octobre, c'est-à-dire ce week-end à la Medinasia à Bruxelles, en Belgique. On fait une expo sur Berserk et aussi Full Metal Alchemist. On vous attend hyper nombreux. Venez, on va parler de plein de choses et aussi bien sûr de One Piece. Et donc, vu que je vais revenir de Belgique dimanche soir très tard, la réaction live risque peut-être le lundi d'avoir une petite sortie en retard. On va essayer de faire le maximum pour le sortir à 17h, mais voilà, je vais être en retour, peut-être que je serai un petit peu déphasé. Bref, ça c'était pour l'annonce. Maintenant, on va vraiment parler de ce chapitre et on va commencer par qui ? On va commencer par Momo ainsi que Yamato. Momo, c'est bon. Enfin, c'est bon sans être bon. Même s'il est en dragon adulte, il n'a pas la puissance d'un dragon adulte. Et ça, comme je dis, c'est toujours un enfant dans sa tête. Donc, il ne peut pas combattre Kaido. Cependant, ce qu'on dit depuis pas mal de temps, c'est-à-dire qu'il va sauver Onigashima, qui va sauver le peuple de Wano Kuni. Et ça, en un sens, c'est vraiment très bien parce que c'est pas quelqu'un qui lui a dit « Eh, il faut que tu fasses ça, il y a un danger ». C'est de lui-même qui a pris ses décisions. Donc, à travers ça, Ichiro Oda nous montre que même si c'est un enfant de 8 ans, il a déjà les épaules pour être un shogun et surtout que c'est une personne qui, comme son père, va prendre soin de son peuple. C'est la base d'un dirigeant, prendre soin de son peuple. Par contre, on a eu une information, c'est tout simplement que Onigashima, dans 5 minutes, va s'écraser sur Wano Kuni, enfin plutôt la capitale des fleurs. Et la chose qu'on n'avait pas du tout pensé, c'est que tout simplement à l'intérieur de Onigashima, eh bien, il y a une réserve d'armes et de poudre où si Onigashima s'écrase même loin de la capitale des fleurs, eh bien, tout sera rasé. Et donc, à travers ça, Ichiro Oda nous informe qu'il est absolument impossible que Onigashima s'écrase. Pourquoi ? Parce que comme je l'ai dit, si Onigashima s'écrase, tout le monde meurt. Et ça, c'est pas le but de One Piece. Hein ? On n'est pas dans l'attaque des titans. C'est pas le monde des bisounours non plus. Mais on va éviter de faire un petit génocide au niveau de Wano Kuni. Donc, ça signifie que comme Luffy va obligatoirement battre Kaido, on va y revenir plus tard, eh bien, obligatoirement, à un moment, les nuages qui entourent Onigashima, eh bien, ils vont disparaître et c'est donc Momo, oui, je l'appelle Momo parce que Momo, je l'aime bien, c'est Momo qui va faire des nuages pour soutenir et ainsi permettre à Onigashima non pas de s'écraser, mais de tomber avec une certaine douceur. Maintenant, vu que Onigashima est en train de tomber, ça sous-entend que Kaido a perdu énormément de puissance. Tous les combats qu'il a fait pour l'instant, même s'il a une endurance qui est énorme, même s'il est invulnérable, qu'il est intuable, eh bien là, il est légèrement en train d'en chier. Ce qui sous-entend que Luffy, s'il bat
Kaido, il ne combat pas un Kaido qui est à pleine puissance. Alors oui, j'en vois certains qui vont me dire « Oui, mais Luffy non plus, il n'est pas à pleine puissance. Et il a morflé sa race, là il vient juste de bouffer. Et peut-être qu'il lui reste un tout petit peu d'énergie pour faire cette nouvelle transformation, cette maîtrise du Haki des rois. » Mais en face, Kaido, lui, il s'est pas pris que 1 ou 2 coups de massue dans la tête. Il s'est pris une attaque des fourreaux rouges, il s'est pris une attaque de Zoro, il a combattu contre Yamato. Et Yamato, justement, le fait qu'on voit qu'elle a une blessure à la tête et qu'elle n'a pas réussi à totalement contrer la dernière attaque de Kaido montre encore une fois que celui-ci a vraiment une puissance qui est dingue. Kaido, depuis le début de cet arc lié à Onigashima, il en a chié. Il en a chié, il s'en est pris plein la gueule. Et donc, si Luffy le bat, en un sens, il va asseoir son statut d'empereur, c'est-à-dire que maintenant, avec le ciel qui s'est ouvert en deux, je pense qu'il n'y a aucun doute sur le fait que Luffy ait la puissance pour être empereur. J'ai pas dit il a la puissance d'un empereur. Il a la puissance pour être empereur. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on est encore dans la progression de Luffy. Et ce déclenchement de son, entre guillemets, pouvoir ultime, on l'aura plus tard dans un autre arc. Mais là, ici, le fait de battre Kaido affaibli, parce qu'on ne va pas nier que Kaido est affaibli, eh bien, ici, ça va montrer que Luffy, oui, il est dans ce cheminement, il peut maintenant être un empereur. Justement, en parlant de puissance, on va parler de celle de Zoro. Oui, je suis complètement fou au niveau des transitions, vous avez vu, le plan, il est millimétré. Zoro, pour une fois, il en chie. Mais il en chie sévère. C'est-à-dire que, oui, lui aussi, il s'est quand même pris un coup en pleine tête de Kaido, et on voit dans l'état il est. Et là, on va encore faire hurler certaines personnes, on va comparer un petit peu l'endurance et la puissance de Zoro et la puissance et l'endurance de Luffy. On voit beaucoup sur les réseaux, et je l'ai vu aussi sur mes commentaires, que Zoro a la puissance de Luffy. Et là, je vous dirais non. Zoro, il s'est pris... Alors, certes, je l'avoue, il ne s'est pas pris l'attaque d'un empereur, mais il s'est pris l'attaque combinée de 2 empereurs. Et on voit dans l'état où il est. C'est-à-dire que si là, il est debout, c'est parce que il a eu un médicament d'un minx. Si il n'avait pas eu ce médicament, Zoro serait toujours au sol, en croix, en train d'attendre que cet arc de Wano Kuni se termine. Et sa bière ou son saké à la fin, il le prendrait en intraveineuse. Là ici, s'il est debout, c'est parce qu'il a eu une sorte de power-up, c'est qu'il a eu quelque chose qui lui permet artificiellement d'être debout. Et d'ailleurs, ça aussi, ça va être à penser, parce que c'est une sorte aussi, on a les 5 minutes de Wano Kuni avant que Onigashima ne tombe. Et bien je pense que dans le futur combat qu'on va avoir entre Zoro et King, il va combattre, et au fur et à mesure qu'il va combattre, il va sentir que les effets de la drogue qui lui a été injectée sont en train de se terminer, et ça va juste mettre justement en place une sorte de contre-la-montre pour pouvoir achever King. Pour revenir justement entre la puissance de Zoro et la puissance de Luffy, Luffy lui, il y a eu un combat contre Kaido qui a été ellipsé, et je pense qu'il a pris vraiment très très cher dans sa race, et je pense que les dégâts qu'il a pris, c'est beaucoup plus que ce que Zoro s'est pris seulement en une seule attaque. La puissance de Kaido nous est teasée depuis combien de temps ? Luffy, au niveau puissance et au niveau endurance, est bien au-dessus du niveau de Zoro. Cependant, il y a aussi quelque chose qui est en train de se mettre en place. C'est-à-dire que, pour l'instant, on a eu un Zoro qui s'est baladé dans le Nouveau Monde. Et donc, ce qu'il a appris avec Mihawk, pendant l'ellipse justement des 2 ans, on n'a presque rien vu. Et c'est ça qui me fout une putain de hype. Parce que Zoro, dans cet arc Wano Kuni, a réussi involontairement à s'éveiller au Haki des rois. Et je suis sûr et certain qu'à un moment, il a dû combattre
contre Mihawk, et Mihawk a utilisé le Haki des rois et il l'a rétamé, et voire même peut-être que la blessure que Zoro a à son œil, c'est justement une blessure qui résulte de ce combat où Mihawk, pour pouvoir le surpasser, a dû utiliser le Haki des rois. Et on va voir un petit flashback là-dessus. C'est sûr, Zoro, il va comprendre l'utilisation du Haki des rois, va comprendre ce qui lui a été enseigné par Mihawk, et il va pouvoir tester cette technique face à King, et ça sera une sorte, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une sorte de Kitudouble, sa dernière attaque avant qu'il tombe vraiment dans les pommes, et il va faire cette attaque qui va foutre vraiment KO King. Personnellement, je vois comme ça. On va avoir un level up de Zoro qui va être absolument dingue. Mais, encore une fois, même si Zoro évolue et atteint un certain niveau, Luffy de son côté va aussi évoluer et va atteindre un nouveau niveau de puissance que pour l'instant Zoro ne pourra pas encore atteindre. On a parlé de Zoro, mais on n'a pas parlé de Sanji. Et là, juste petit truc, Oda, pourquoi t'as pas mis une petite case avec Sanji ? Sanji qui se bat avec, avec Queen. Tu sais quand Queen, il dit que fais gaffe King, t'as failli me taillader le cul. On aurait pu dire que qui dit ça pendant justement une passe d'âme avec Sanji, puis Sanji il dit à Queen, garçon, ça serait sympa qu'on continue notre combat. Tu vois, juste un petit truc pour nous rappeler que Sanji existe. Non, ça serait pas sympa, hein? Non, pour les fans de Sanji. Ça serait pas sympa? Si, hein, un petit peu. Bon, on va revenir un petit peu sur King. King, qui es-tu? Qui est-il? Dans l'équipage de Kaido, personne n'a jamais vu son visage. Alors, maintenant, je vous ai fait une petite théorie il y a quelques temps par rapport justement à ce qui s'est passé pendant le siècle oublié et la trahison qu'a fait Im-sama envers ce peuple des Lunaria, c'est-à-dire qu'il a voulu tous les raser, et je pense que Im-sama sait que ce peuple a vraiment une puissance énorme qui peut être sympa. Je suis juste en train de penser à ça, toujours des références par rapport à Warhammer 40 000 et tous les trucs. Je pense que peut-être au niveau de la Lune, il y avait toutes ces créatures ailées justement où on connaît les trois races, c'est-à-dire qu'on avait la race des Shandias, la race des Bilkians et la race des Skypiens. On peut imaginer qu'il y avait une quatrième race qui était la race justement des Lunaria. Chaque race était une caste. T'avais la caste des constructeurs, t'avais la caste des biologiques, t'avais une autre caste que je sais pas, peut-être les agriculteurs, et après t'avais la caste des combattants. Hein, ça me fait penser un petit peu au peuple Tau de Warhammer 40 000, et il faut savoir que les Tau ont été créés justement pour pénétrer Warhammer 40 000 et Game Workshop, pour pénétrer le marché asiatique et surtout le marché japonais. Et donc si on imagine à travers ça qu'il y avait plusieurs castes, eh bien les Lunaria étaient la caste guerrière, et comme la théorie que je vous ai fait il y a un bout de temps, c'est-à-dire qu'au niveau des 800 ans, la caste guerrière a combattu contre justement les autres castes et s'est allié à Im-sama, et quand Im-sama a vu la puissance des Lunaria, ils se sont dit ok, on a gagné contre justement le royaume oublié, eh bien les Lunaria, eux, ils risquent un jour peut-être de se retourner contre nous, eh bien on va tous les massacrer, et tant qu'il n'en restera un, la menace sera toujours là. Et donc on peut imaginer que quand il a grandi avec ses parents King, eh bien on lui a dit ne montre jamais ton visage, sinon on va vouloir te tuer. Et c'est pour ça qu'il a son masque, parce que son masque c'est une condition de survie pour lui. Et la chose qui me fait aussi penser ça, c'est qu'on voit qu'au niveau de sa peau elle est mate. Et on peut imaginer justement que cette caste guerrière, eh bien, ils avaient cet attribut au niveau de la peau. C'est-à-dire que quand tu as une créature ailée avec une peau noire, obligatoirement, c'est un lunarien, et obligatoirement, il faut lui rétamer sa race. Voilà, c'est simple. C'est-à-dire qu'il se cache pour pas que le gouvernement mondial, et pour pas qu'une personne de l'équipage de Kaido dise un jour dans un bar ou un truc comme ça, on a un mec qui s'appelle King, ce mec-là, je l'ai vu une fois quand il a enlevé son masque, c'est un mec qui a des ailes et qui a la pommade. Et là, ça revient aux oreilles du gouvernement mondial, et là, il y a Im-sama qui dit, ok, lui,
il faut le tuer. Donc voilà, c'est un truc que je pense, on verra, pareil, ça sera annoncé dans un flashback, mais personnellement, moi, je le vois comme ça. Bah pareil, vous, si vous avez d'autres idées, hein, de toute façon, les commentaires, ils sont faits pour ça. Donc voilà ce qu'il y avait à dire sur cette critique analyse de chapitre. Encore une fois, je vous le rappelle que maintenant il y a un nouveau rendez-vous, c'est-à-dire que la réaction live sera maintenant le lundi sur la chaîne à 17h. La critique analyse, comme je viens de vous faire, sera le mardi à 17h. J'espère que vous apprécierez cette vidéo et que vous serez de plus en plus nombreux à ce rendez-vous. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager par exemple entre vous, laissez des commentaires. On se donne rendez-vous pour tous les Nakaba belges, luxembourgeois ou qui sont près de la frontière du Noir de la frontière du Nord bien sûr, de venir me voir à la Medinasia. Et on va finir cette vidéo comme d'habitude par cette phrase qui est maintenant devenue célèbre. N'oubliez pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama.